Téléspectateurs d'Event News TV, bonjour. Nous nous trouvons ce jour aux portes du tribunal pénal international, la CPI. Et nous nous trouvons en ce lieu comme à notre habitude pour vous donner l'information vraie, l'information vérifiée. Nous sommes ici pour vérifier avec la Cour pénale internationale qu'en est-il de la procédure concernant la première dame Simone Eyivé Gbagbo, et aussi pour parler du prochain procès ou alors audience de confirmation de charges qui va s'ouvrir concernant le président Laurent Gbagbo. Et nous nous apprêtons à entrer dans ce bâtiment pour échanger avec M. Fadi, qui est le porte-parole de la CPI. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions. Merci pour votre fidélité. Nous sommes précisément au tribunal de La Haye où nous allons rencontrer M. El Abdallah Fadi, porte-parole de la CPI. Avec lui, nous allons évoquer un certain nombre de questions, mais notamment nous allons parler du refus de la Côte d'Ivoire de transférer Mme Simone Gbagbo ici à La Haye. Et bien évidemment, la CPI a réagi par rapport à ce sujet et nous allons avoir toutes les réactions de la CPI à partir de M. El Abdallah. M. Abdallah, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la réaction de la CPI après le refus de la Côte d'Ivoire de transférer Simone Eyivé Gbagbo en ces lieux? Alors, d'après ce que j'avais eu connaissance, le gouvernement ivoirien a donc l'intention de faire une poursuite au niveau national à l'encontre de Mme Simone Gbagbo et donc de présenter devant la Cour pénale internationale une demande visant à arrêter la procédure devant la CPI. En termes juridiques, on dit ça s'appelle une exception d'irrecevabilité sur la base du principe de complémentarité entre le travail de la CPI et le travail de la juridiction nationale. Alors, nous n'avons pas encore reçu une telle demande, mais naturellement, ça fait partie du statut de Rome, du cadre juridique établi par le statut de Rome, qu'il est possible, soit pour un suspect ou un accusé, soit pour le gouvernement, de présenter, de soulever cette exception d'irrecevabilité. Mais dans ce cas-là, ça doit être fait devant les juges de la Cour pénale internationale et il faut que la partie qui demande l'arrêt de la procédure, donc dans ce cas-là, le gouvernement ivoirien, lorsqu'il présentera sa demande, il faut établir d'abord qu'il y a des poursuites au niveau national, que la justice nationale n'est pas en inactivité. De deux, il faut démontrer que cette procédure nationale vise la même personne qui est suspectée par la Cour pénale internationale pour les mêmes faits allégués devant la CPI. Et il faut démontrer après que la justice nationale a l'intention et la capacité de mener à bien des poursuites sérieuses à l'encontre de cette personne, comme je disais, pour les mêmes faits allégués. Donc c'est ce que doit démontrer ou essayer de démontrer le gouvernement ivoirien. Les juges naturellement entendront les observations de la défense, du procureur, des représentants des victimes et par la suite rendront leur décision. C'est une question qui est purement judiciaire. Il y a des critiques juridiques et légaux bien établis dans le statut de Rome. S'ils sont réunis, la CPI arrête ces procédures. S'ils ne sont pas réunis, la CPI continue avec la procédure. C'est en réalité une forme de coopération, de respecter le cadre qui est établi par le statut de Rome, de faire des demandes selon ce cadre-là. C'est une partie de coopération parce que le but ultime de la CPI et du traité de Rome, c'est plus de justice. Et la primauté est donnée à la justice nationale. Donc, au moment où la justice nationale est capable et a la volonté de faire son devoir, la CPI ne peut pas intervenir de par son propre statut juridique, le statut de Rome. Par contre, si la justice nationale n'a pas la capacité ou n'a pas la volonté de mener à bien des poursuites contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits allégués, il faut qu'il y ait justice pour les victimes et dans ce cas-là, c'est la CPI qui intervient. Alors, le terme du communiqué du Conseil des ministres du gouvernement ivoirien est clair. Il estime qu'il peut désormais juger l'ex-première dame en Côte d'Ivoire. Et cette décision est saluée par tous les observateurs de cette crise qui voient en cela un apaisement et qui voient en cela une volonté réelle d'aller à la paix et à la réconciliation. Alors pourquoi est-ce que la CPI n'irait pas dans ce sens? Alors, comme je disais, pour la Cour pénale internationale, il y a une affaire qui est déjà lancée
Pour arrêter cette procédure, il faut faire une demande auprès des juges de la CPI et leur démontrer qu'en vérité, la justice ivoirienne mène avec des capacités appropriées, avec la volonté déterminée, des poursuites à l'encontre de Mme Simone Gbagbo pour les mêmes faits allégués devant la CPI. Une fois c'est démontré, la CPI arrête ces procédures. Mais si ce n'est pas démontré, dans ce cas-là, la CPI continue la procédure. Comme je disais, c'est une affaire qui est purement judiciaire. Les juges de la CPI ne peuvent décider que sur la base de ce qui est montré devant eux par les requêtes du gouvernement, par les observations des différents partis. C'est ce qui peut être tenu en considération. Oui, mais M. Fadi, la procureure de la CPI, a séjourné récemment en Côte d'Ivoire. Elle a dû se rendre compte d'elle-même de la capacité nouvelle de la Côte d'Ivoire de pouvoir juger maintenant ses propres ressortissants. Alors, si j'avais bien compris la déclaration du gouvernement ivoirien, il y aura une exception de recevabilité qui sera soulevée devant la CPI et dans ce cas-là, ça sera au juge et non pas au procureur. Ça sera au juge de la CPI de déterminer si on continue ou pas avec cette affaire. Merci. On va passer à une autre question, mais qui est tout aussi importante pour la CPI. La Cour pénale internationale n'est presque plus en odeur de sainteté avec les pays africains. Ça, c'est établi. Après s'être fait accuser récemment de racisme par le président de l'Union africaine, une missive venue de la même organisation africaine demande des explications à la CPI pour avoir lancé des procédures contre les dirigeants kenyans. Mais en même temps, on apprend aussi que le Kenya lui-même a décidé de sortir du statut de Rome qui institue la CPI. Beaucoup de bouillonnement qui, en fin de compte, est en train de montrer que la CPI est devenue la cible des pays africains. Pourquoi pensez-vous que désormais, vous n'êtes pas les bienvenus en Afrique? Je pense que ce qui est important, c'est de mettre les choses dans leur vraie perspective. Alors, d'abord, le gouvernement kenyan ne s'est pas retiré du statut de Rome. Il y a eu une demande de la part du Parlement au gouvernement de prendre de telles mesures, mais ça n'a pas été fait, au moins pas jusque maintenant. Mais ça va être fait, évidemment. On ne sait pas encore. Et si ça sera fait, ça n'aura pas d'influence sur les affaires qui sont déjà en cours. Ça fait partie du statut de Rome. Et donc, lorsque le Kenya a ratifié le statut de Rome, il était pleinement conscient de l'article 127 qui dit que s'il y a un retrait, ce qui est toujours possible et on le respecte, mais ça n'a pas d'influence ou d'impact sur des affaires qui sont déjà lancées. Donc, ça n'arrêtera pas la procédure à l'encontre de M. Kenyatta, M. Sang et M. Ruto. Maintenant, l'autre élément qui est important, c'est également de voir est-ce que la Cour pénale internationale attaque les Africains ou bien plutôt est-ce que la CPI n'est pas là pour protéger les Africains? C'est justement le reproche qu'on vous fait. Alors, on vous reproche d'être un instrument au service du néocolonialisme. Si vous me permettez d'expliquer. Alors, lorsqu'on voit que devant la Cour pénale internationale, il y a au moins 12 000 victimes africaines qui ont demandé à participer à la procédure, alors qu'il y en a une quinzaine de suspects. Donc on voit très bien que si la CPI intervient, c'est au bénéfice de ces 15 000 victimes africaines. Mais pas seulement ça, c'est également pour la prévention du crime futur, parce qu'il faut qu'il y ait un effet qui empêche les possibles futurs crimes aux criminels de commettre ce genre de crime. Et dans ce cas-là, c'est la protection des générations futures et pas seulement de ces victimes-là que j'avais mentionnées. Vous savez que les crimes sur lesquels la CPI enquête, et que d'ailleurs personne en Afrique ne conteste qu'ils ont été commis, ont laissé des dizaines, voire des centaines de milliers de victimes. Et si on voit bien, par exemple, au Kenya, il n'y a aucun mécanisme de justice nationale au Kenya qui poursuit les auteurs des violences post-électorales. Donc il n'y a pas de justice qui est donnée aux victimes. Ce qui, en réalité, va faire qu'il y aura toujours des conflits, parce qu'il y a toujours ce désir de revanche, ce désir pour une justice qui n'a pas été accomplie. D'où le besoin de la CPI. Mais lorsqu'il y a une justice nationale forte qui fait son devoir, dans ce cas-là, la CPI doit arrêter. Donc ce qui est partagé entre la CPI et les Africains, la société civile, les ONG, les académiciens, les avocats, les juges, ce qui est partagé, c'est ces mêmes valeurs qu'il faut mettre fin à l'impunité, qu'il faut rendre justice
aux victimes. Et ça, même les gouvernements africains, même l'Union africaine, a les mêmes valeurs. Ils ont d'autres considérations politiques qui interviennent. Ceci ne peut pas être tenu en considération par la CPI parce qu'on est une institution qui est purement judiciaire et non pas politique. Oui, mais donc, M. Fadi, je ne vous interromps pas, excusez-moi, mais vous parlez de 15 000 victimes qui revendiquent justice, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que presque tous les jours, plus de 15 000 partisans de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, manifestent devant vos portes. Ceux-là aussi, est-ce qu'ils ont besoin d'être entendus? Mais ils sont entendus. Toutes les personnes qui sont touchées par ces conflits-là veulent que la vérité soit établie. Et la vérité ne peut être établie qu'après qu'il y ait un procès. M. Gbagbo est présumé innocent. C'est seulement après un procès, si sa culpabilité est démontrée au-delà de toute doute raisonnable, qu'on pourra le considérer comme auteur de ces crimes. Pour le moment, il est toujours présumé innocent. Mais il faut que la vérité soit établie. Et le seul moyen d'établir la vérité, pour le bénéfice de tous les Ivoiriens, c'est que le procès, ou maintenant c'est la procédure, peut-être on ne va pas même aller vers un procès parce qu'on ne sait pas si les charges seraient confirmées ou pas, mais il est important que la procédure suit son cours parce que la CPI offre toutes les garanties de l'équité de cette procédure et de l'intérêt de tout le monde que la vérité soit établie. Si on revient au Kenya, même les accusés kenyans, M. Kenyatta, M. Ruto, eux-mêmes ont déclaré qu'ils veulent continuer à coopérer avec la CPI parce que c'est le seul moyen pour eux de démontrer leur pleine innocence, de rendre impeccable leur nom et leur réputation. Comment le faire? Il faut laisser la procédure devant la CPI suivre son cours parce que c'est une cour qui est purement judiciaire, qui n'est pas du tout politisée. Il est impossible de politiser la CPI. Je vais vous donner un exemple. Oui. Le procureur, Mme Fatou Bensouda, avait reçu le soutien clair et ouvert de l'Union africaine. Donc, mais ceci dit, maintenant, c'est des leaders de l'Union africaine elle-même qui critiquent Mme Fatou, certains d'eux au moins. Donc vous voyez le fait qu'elle a reçu leur soutien. Je vous interromps pas, mais je vous informe qu'en octobre, selon nos informations aussi, un sommet sera organisé expressément pour analyser la question du retrait en masse d'un certain nombre de pays de la CPI. Alors, je pense que c'est important de discuter ouvertement les questions de la CPI, y compris dans l'instance de l'Union africaine. Comme vous le savez, il y a certains leaders africains qui sont très critiques. Il y en a d'autres qui apportent un soutien inébranlable parce qu'ils comprennent également le besoin de la justice et ils ne prennent pas seulement en considération les affaires politiques. Donc ce qui est important dans toute cette histoire-là, c'est que nous et l'Union africaine, nous partageons les mêmes valeurs, qu'il faut mettre fin à l'impunité, que la justice est un dû aux victimes et que sans la justice, il n'y a pas de paix durable. Maintenant, chacun essaie de contribuer à la justice selon ses propres moyens et selon ses propres mandats. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que l'Union africaine essaie de faire et nous espérons donc qu'on va continuer à coopérer avec l'Union africaine, avec tous les États africains. Les États africains, vous le savez, c'est le groupe le plus important des États partis au statut de Rome. Nous espérons que ça continuera à être le cas et que même de nouveaux membres africains vont se joindre à cette lutte internationale contre l'impunité et pour la paix. Alors, quelque part, non loin de ce bâtiment, est incarcéré l'ex-président ivoirien, M. Laurent Gbagbo. Quelque part, je dis bien, nous ne sommes pas loin. Alors, où en est-on avec la procédure qui le concerne? Parce que Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a séjourné récemment à Abidjan. Elle y était allée pour rechercher des preuves complémentaires. Selon nos infos, elle est revenue bredouille. Où en est-on avec la procédure qui concerne Laurent Gbagbo? Alors, quelle est la situation actuelle? Après qu'il y a eu l'audience de confirmation des charges, il y a eu une décision des juges, des juges de la chambre préliminaire, qui ont donc demandé à Madame le procureur d'apporter des preuves complémentaires et des réponses à certaines questions qu'ils ont estimées nécessaires pour pouvoir décider si on confirme les charges à l'encontre de M. Gbagbo et on va vers un procès, ou bien si on ne rejette pas les charges et on arrête la procédure à l'encontre de M. Gbagbo. Maintenant, cette décision
a été appelé par le procureur. Donc, devant la chambre d'appel de la CPI maintenant, il y a une demande de la part du procureur sur laquelle, naturellement, les observations de la défense et des victimes sont également présentées au juge de la chambre d'appel afin de savoir si ces critères supplémentaires ou ces questions supplémentaires que la chambre préliminaire avait posées et a demandé des réponses de la part du procureur sont nécessaires à ce stade de la procédure, ou bien est-ce que les éléments que Mme Fatou avait présentés au départ étaient suffisants pour permettre au juge de statuer soit en confirmant, soit en rejetant les charges. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement avec l'affaire? On attend donc la décision de la chambre d'appel pour savoir est-ce que Madame le procureur aura besoin de présenter ses preuves complémentaires et ses réponses supplémentaires au juge de la chambre préliminaire, ou bien est-ce que cette décision de la chambre préliminaire ne sera pas modifiée ou reversée par la chambre d'appel. Oui, mais en réclamant, M. Fadi, en réclamant des preuves complémentaires, je crois bien que la chambre préliminaire 1 a compris que les preuves qui avaient été produites contre Laurent Gbagbo n'étaient pas suffisantes. À mon sens, c'est ce que cette décision veut dire. Alors, quand on demande encore, quand on fait appel contre cette décision qu'on veut aller au procès sans apporter des preuves supplémentaires, beaucoup d'observateurs se posent des questions et on se demande s'il n'y a pas un parti plus flagrant. Alors, comme je disais, pour le moment, ce que la chambre préliminaire a trouvé, c'est qu'il y a certains éléments qui nécessitent un complément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de charges sur lesquelles on va étudier. Chaque charge a plusieurs éléments constitutifs de ces charges-là. Et la chambre préliminaire a considéré qu'il y a des zones d'ombre dans la présentation du procureur. Donc, il y a certains éléments de preuve qui sont là, mais ils ne sont pas suffisants pour que la Chambre décide de confirmer les charges. En même temps, puisque certains éléments existent, la Chambre n'a pas souhaité rejeter les charges, mais elle a demandé donc au procureur de s'expliquer sur ces zones d'ombre dans l'argumentation. Justement, alors ces zones d'ombre, c'est quoi ces zones d'ombre? Alors, par exemple, la Chambre préliminaire a demandé au procureur des réponses supplémentaires qui étaient chaque incident de violence qui a été mentionné dans les charges. Alors que Madame le procureur considérait qu'à ce stade-là de la procédure, qui est un stade préliminaire, on n'a pas besoin de démontrer chaque incident de violence séparément et que le fait qu'il y a eu des violences est suffisant pour démontrer qu'il y a eu un conflit et qu'on doit, à ce stade-là de la procédure, se focaliser plus sur la question est-ce que M. Gbagbo serait responsable ou pas de ces actes de violence, alors que la Chambre voulait même retourner vers chaque acte de violence qui est mentionné. Donc ça, c'est une question qui est devant la Chambre d'appel. Est-ce que ce niveau de preuve est demandé au stade préliminaire ou bien est-ce que doit être demandé au stade du procès? Oui, alors M. Fadi, excusez-moi, mais on échange beaucoup et je suis vraiment... vous êtes sur une très bonne piste. En parlant des zones d'ombre, il y a aussi la vidéo du Kenya qui a été attribuée à Laurent Gbagbo. Alors, juste pour terminer ce que je disais, la Chambre d'appel va devoir décider est-ce que le niveau de preuve demandé par la Chambre préliminaire est le niveau requis pour la stade préliminaire ou bien est-ce que ça n'a pas été trop élevé pour cette étape-là. Et après, on verra ce que la Chambre préliminaire, ce que la Chambre d'appel va décider. Donc ça, c'est où est-ce qu'on en est avec l'affaire. Oui. Maintenant, l'appréciation des éléments de preuve qui ont été montrés, est-ce qu'il y a eu des éléments faux, est-ce que tous les éléments sont vérifiables, etc. C'est le travail des juges. C'est d'abord le procureur qui présente des moyens de preuve, la défense qui a le mandat de critiquer ces moyens de preuve, les victimes qui donnent leurs observations, qui défendent leur intérêt sur ce terrain-là, et puis il reviendra au juge naturellement de décider, de statuer, est-ce que ces éléments de preuve sont convaincants ou pas? Est-ce qu'il faut aller vers un procès ou bien est-ce qu'il ne faut pas arrêter la procédure à ce stade actuel? Vous n'êtes pas à la place de la procureure de la CPI, mais j'insiste sur ce point. Cette fameuse vidéo du Kenya attribuée à la Côte d'Ivoire, est-ce que ça n'a pas sali la CPI dans ce procès? Alors, dans tout procès, il y a des éléments de preuve qui sont présentés par tous les partis. Et même dans la procédure préliminaire. Parce qu'avec M. Gbagbo, on n'est pas dans un procès, on est dans la phase d'une procédure préliminaire. Et donc,
il est naturel, il est normal que les moyens de preuve qui sont présentés par une partie soient contestés par une autre. Et il est tout à fait compréhensible que c'est exactement ça le rôle des juges. C'est de décider est-ce que oui ou non ces éléments de preuve doivent être pris en considération et quel poids il faut donner à ces éléments-là. Et c'est le rôle des juges. Et comme je disais, il faut qu'on attende maintenant les décisions de la Chambre d'appel et puis éventuellement la décision de la Chambre préliminaire. Monsieur Fadi, on parle aussi du transfèrement prochain de M. Charles Blé Goudé ici. Est-ce que vous avez vraiment émis un mandat? Alors, en tant que porte-parole de la Cour pénale internationale, je peux vous confirmer qu'il n'y a que 2 mandats qui ont été rendus publiquement par la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il y aurait des mandats d'arrêt sous scellés? Je n'ai aucune idée parce que moi je n'ai accès qu'à l'information qui est rendue publique. S'il y a une information qui est tenue confidentielle par les juges, d'abord je serai en état de crime si je le divulgue, mais en tout cas je ne l'ai pas. Mais surtout je voulais insister que s'il y a des éléments qui seraient considérés confidentiels par la Cour, c'est pour une raison, c'est normalement pour la protection de la vie de quelqu'un ou pour assurer une meilleure chance pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, etc. Donc le point de ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire des spéculations sur qui serait recherché par la CPI ou qui serait un témoin devant la CPI, parce que c'est une question qu'on retrouve beaucoup, par exemple avec le Kenya, avec beaucoup de spéculations sur d'éventuels autres mandats d'arrêt, sur d'éventuels témoins et leur identité qui seraient divulgués. Ceci est dangereux parce que, essentiellement, ça peut mettre en danger la vie de gens innocents ou la réputation des gens qui ne sont pas peut-être recherchés par la CPI, ou pourra compromettre la possibilité pour la justice de mener à bien ces poursuites. Un certain nombre d'organisations de droits de l'homme ont émis des réserves sur la procédure judiciaire qui a cours à la CPI ici. Concernant la Côte d'Ivoire, bien sûr, on se demande comment se fait-il que ce sont seulement les partisans de Laurent Gbagbo qui sont poursuivis et que ceux de Ouattara qui sont indexés nommément comme ayant pris part aux violences qui ont secoué la Côte d'Ivoire en 2010, pourquoi ces personnes ne sont-elles pas poursuivies? Vous voulez dire poursuivies devant la Cour pénale internationale? Mais oui, bien sûr, alors, bien sûr. Devant la Cour, vous savez que la Chambre préliminaire avait autorisé le procureur à ouvrir des enquêtes et la Chambre préliminaire a bien indiqué que ces enquêtes doivent porter sur des crimes contre l'humanité prétendument commis dans les 2 camps. Et ils ont dit que c'est à partir de 2002 et non pas à partir de 2010. Et donc la Chambre préliminaire a bien établi le cadre dans lequel les enquêtes doivent se faire. Après, Madame le procureur a à plusieurs reprises déclaré qu'il n'y aura pas d'impunité, que les enquêtes ne sont pas terminées, que les enquêtes continuent et qu'il y aura d'autres mandats d'arrêt et qu'elle remplira son devoir et son mandat dans le cadre qui a été établi par les juges, c'est-à-dire pour les crimes qui auraient été commis dans les 2 camps. Donc c'est quelque chose qui est très clair, qui a été déclaré par Madame le procureur. Il n'y aura pas d'impunité. La Cour est indépendante. Madame le procureur et les juges sont impartiaux. On n'est pas là pour plaire à un camp contre l'autre. Il y a eu des crimes en Côte d'Ivoire et le bureau du procureur enquête sur les crimes commis dans les 2 camps et il y aura d'autres mandats d'arrêt puisque les enquêtes, comme on a dit, continuent. Mais est-ce que Madame la procureure a aujourd'hui une chance de voir aboutir sa requête, si on peut appeler ça cela ainsi? Est-ce qu'avec le fait que la Côte d'Ivoire refuse désormais d'extrader, si on peut le dire ainsi, ces ressortissants devant la Cour pénale internationale, est-ce que les partisans de Ouattara pourront un jour aboutir ici? Alors, la réponse est une réponse encore purement judiciaire. La Côte d'Ivoire est un État partie au statut de Rome. Et donc, elle a des obligations en droit international. Elle a l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale et de répondre aux ordonnances des juges. Il est possible pour le gouvernement ivoirien, comme on l'a dit pour l'affaire contre de Mme Simone Gbagbo, de dire non, nous on a la primauté de juridiction et donc on va poursuivre Mme Gbagbo au niveau national.
il faudra, comme je dis, démontrer que les critères juridiques sont remplis. C'est une question qui doit être présentée devant les juges de la CPI qui statueront. C'est la même chose au cas où il y aura des mandats d'arrêt contre d'autres personnes, que ce soit d'un camp ou de l'autre camp. Il y aura un mandat d'arrêt, il y aura donc une demande de la CPI d'arrêter et de remettre ces personnes à la cour. Si le gouvernement ne veut pas remettre ces personnes à la CPI, il va falloir démontrer qu'il y a des poursuites sérieuses au niveau national contre ces mêmes personnes et pour ces mêmes faits. La question pour la CPI n'est pas qui doit poursuivre, mais que la justice soit faite, que ce soit au niveau national ou devant la CPI. Alors, avant de faire cet entretien, M. Fadi, la question qui revient de façon récurrente dans les esprits de ceux qui, chaque jour, assistent à ce qui se passe à la CPI est la suivante. Dans quel camp doit-on se situer pour être vraiment une victime? Parce qu'on a comme le sentiment que les victimes, c'est quand on est du bord, par exemple, de Ouattara, et c'est ce que les gens disent en Côte d'Ivoire, permettez-moi de vous le dire, c'est quand on est du bord de Ouattara qu'on est une victime. Mais quand on est partisan de Laurent Gbagbo et qu'on a subi toutes les atrocités, qu'on a subi des tueries, qu'on a perdu des membres de sa famille, on n'est pas victime. Alors, quel est l'équilibre que la CPI met en place pour contenter tous ceux qui s'inquiètent? Alors, pour la CPI, une victime, c'est une personne qui a subi un dommage à raison d'un crime sur lequel la Cour pénale internationale enquête. Et donc, puisqu'on a dit les enquêtes ont été ouvertes à propos des crimes qui auraient été commis dans les deux camps, donc il y aurait dans les deux camps des victimes. Si ces personnes-là souhaitent être présentes devant la CPI et participer à la procédure en tant que victimes, elles le peuvent. Il ne faut pas être d'un camp ou d'un autre, mais il faut voir quels sont les crimes qui ont été mentionnés dans l'autorisation de la Chambre pour dire que si vous avez subi un dommage parce qu'il y a eu ce crime à tel lieu qui a été mentionné dans l'autorisation de la Chambre, dans ce cas-là, vous pouvez participer en tant que victime. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les victimes participantes dans le cadre de l'enquête ou de la situation. Après, il y a des victimes qui participent dans des affaires, c'est-à-dire lorsqu'on a une affaire à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, c'est une affaire qui est différente des autres, et on mentionne des charges précises. Il y a des crimes prétendument commis qui sont mentionnés dans le mandat d'arrêt. S'il y aura une confirmation des charges, dans ce cas-là, on va également mentionner les charges qui auraient été commises dans tel et tel lieu, à telle et telle date. Dans ce cas-là, les victimes qui ont subi un dommage à raison de ces crimes-là qui sont mentionnés dans les charges, ils peuvent participer dans cette affaire. Donc, il faut faire cette distinction en termes juridiques entre les victimes participantes dans le cadre de la situation et puis les victimes qui participent dans le cadre d'une affaire. Donc, imaginons qu'il y a une personne qui aurait subi un dommage à raison d'un crime qui n'est pas mentionné dans le mandat d'arrêt à l'encontre de M. Laurent Gbagbo. Cette personne peut participer en tant que victime dans le cadre de la situation, et si après le bureau du procureur lance une autre affaire contre une autre personne pour ce genre de crime, on va faire bouger cette personne d'être victime participante dans la situation pour devenir une victime participante dans le cadre de l'affaire elle-même. Alors, nous allons conclure cet entretien par cette dernière question, M. Fadi. Mais avant cela, permettez-moi de vous remercier de nous avoir reçus ici à la CPI. La question récurrente qui taraude les esprits des uns et des autres est la suivante. Comment se fait-il que le chef d'état-major du président sortant, Philippe Mangou, le patron de la gendarmerie, du chef d'état sortant, Kasarate Edouard, le patron de la police, du chef d'état sortant, comment se fait-il que ces trois entités, qui sont les bras armés du pouvoir, du régime, sont aujourd'hui tranquillement aux côtés de l'ancien régime, alors qu'on accuse Laurent Gbagbo d'avoir armé un bras, et ce bras armé ne peut pas être autre chose que l'armée. Et l'armée est représentée par ces trois personnes. Alors comment peut-on expliquer que ces trois personnes ne soient pas poursuivies et que ce soit uniquement le chef de l'État qui soit accusé de tous les torts
l'ancien chef d'État, je vais dire, qu'il soit accusé de tous les torts et qu'il soit lui seul qui ait tué tout ce monde. C'est par cette question que nous allons conclure. Elle taraude les esprits, il fallait bien que je la pose. Et vous n'êtes pas un politique, mais peut-être que vous pourrez nous dire quelque chose. Alors, d'abord, merci pour être venu pour cet entretien. Il est important qu'on s'adresse aux médias et à votre large public. Ça, c'est quelque chose d'important pour qu'on puisse expliquer directement quelles sont les informations correctes, quels sont les développements judiciaires, qu'on puisse insister sur la nature judiciaire et non politique de la Cour pénale internationale et sur le mandat qui est impartial et indépendant du bureau du procureur et des juges. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'insister sur cela. Pour votre question, vous savez que devant la Cour pénale internationale, c'est le bureau du procureur qui enquête, qui recueille des éléments de preuve. Et sur la base de ces éléments de preuve-là, le bureau du procureur présente des demandes de mandat d'arrêt devant les juges. Certains mandats d'arrêt sont rendus publics, d'autres mandats seraient rendus publics lorsque les juges décident de lever les scellés, etc. Donc, il est important d'insister que c'est le bureau du procureur qui, en fonction des éléments de preuve, peut constituer des dossiers. Si on n'a pas des éléments de preuve, on ne peut pas constituer un dossier. La fonction officielle en soi-même n'est pas une raison de lancer une poursuite judiciaire. Donc, il revient seulement au bureau du procureur de décider est-ce qu'on a des éléments de preuve suffisants contre cette personne, est-ce qu'on peut accuser telle personne, non pas de par sa fonction officielle, mais de par ses actes réels de tel ou tel crime ou pas. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important. Ce sont les éléments de preuve qui guident le bureau du procureur et non pas la qualité officielle ou la fonction officielle d'une personne. D'autre part, comme on a dit, il y a des enquêtes qui continuent. Il y a des enquêtes peut-être également au niveau national. En Côte d'Ivoire, il y a le principe de complémentarité. Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Et même pour M. Laurent Gbagbo, je dois insister également, il est présumé innocent. Sauf si, après un procès équitable, sa culpabilité est prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Mais il est présumé innocent. Toutes les autres personnes que vous avez mentionnées sont également présumées innocentes. Ce n'est pas la qualité ou la fonction officielle qui permet d'accuser les personnes. Merci M. Fadi, merci de nous avoir reçus. Téléspectateurs d'Event News TV, merci d'être toujours en notre compagnie. Nous étions à la CPI sur ce plateau et avec ce beau décor que vous avez vu. Et merci pour votre fidélité. On se retrouve pour une prochaine émission. Je vous dis au revoir.